trésor. À la taverne de la Porte San Pancrazio, où j'étais serveur, on voyait souvent à cette époque un maraîcher que tout le monde appelait le mariné, peut-être parce qu'il était natif de Marino, ou bien plutôt parce qu'il avait un goût particulier pour le vin de ce pays. Ce mariné était très vieux, au point de ne même plus avoir son âge. Mais il buvait plus que beaucoup de jeunes gens, et quand il buvait, il bavardait avec qui voulait l'entendre, ou même tout seul, au besoin. On sait que nous autres, garçons de café, quand nous ne sommes pas occupés à servir, écoutons volontiers les propos des clients. Marinet, parmi beaucoup de sornettes, racontait souvent une histoire qui semblait véridique. Il disait que des Allemands avaient volé dans une villa d'un prince, non loin de nous, une cassette d'argenterie qu'ils avaient enterrée dans un endroit que lui, Marinet, connaissait bien. Quelquefois, quand il était tout à fait ivre, il laissait entendre que l'endroit en question se trouvait dans son jardin. De toute façon, il déclarait que, s'il l'avait voulu, il serait devenu riche, et, qui sait, il le voudrait peut-être un jour. Quand, lui demanda-t-on une fois, quand je serai vieux et n'aurai plus envie de travailler. Ce qui était une réponse bouffonne, car, à le voir, on lui donnait plus de 80 ans. Cette histoire de trésor commença à me trotter par la tête, et je me persuadai de sa réalité. En effet, semblable vol avait bien eu lieu quelques années auparavant, pendant l'occupation justement, et le prince n'avait jamais retrouvé son argenterie. Pour moi, il était enrageant de penser que ce trésor était entre les mains d'un mariné qui, un jour ou l'autre, pouvait mourir subitement dans sa cabane, et alors, adieu trésor. Je tentai de me concilier ces bonnes grâces, mais le vieux, en vrai fripon, se fit offrir à boire et ne desserra pas les dents. Même si tu étais mon fils, déclara-t-il enfin solennellement, je ne te dirai rien. Tu es jeune, travaille. L'argent, c'est pour les vieux qui sont fatigués et n'en peuvent plus gagner. Finalement, en désespoir de cause, je confie la chose à l'autre garçon, Remigio, un blond fade, plus jeune que moi. Tout de suite il prit feu et flamme, mais bêtement en sot qu'il était, et il commença à faire des châteaux en Espagne. Nous devenions riches, nous achetions une moto, ouvrions ensemble un bar, et ainsi de suite. Oui, dis-je, mais en attendant, il faut le trouver, ce trésor. Ne te monte pas la tête, nous divisons le magot en 4 parts. 3 pour moi, une pour toi, ça te va? Il répondit, toujours exalté, qu'il était d'accord, et nous prîmes rendez-vous le soir même, passé minuit, au début de l'antique voie Aurélia. Nous étions au premier jour de mai, et sous le ciel étoilé et cette lune resplendissante qui éclairait comme en plein jour. Dans cette douceur de l'air, je n'avais même pas l'impression de faire une chose coupable, alors que nous allions peut-être attaquer un pauvre vieillard. Mais tout cela me paraissait un jeu. Nous prîmes par la Via Aurelia, le long de ces murailles si anciennes qui cachent des potagers et des jardins de couvent. Je portais une bêche au cas où Marinet refuserait de prêter la sienne, et, pour tout donner à Remigio quelque chose à faire, je lui avais mis entre les mains un petit pieu en fer. J'avais acheté place Vittorio un revolver et un chargeur, mais j'avais mis le cran de sûreté, on ne sait jamais. À vrai dire, moi aussi j'étais très excité à l'idée du trésor, et maintenant je me repentais d'en avoir parlé à Remigio, autant de moins que j'aurais pour moi. En outre, je le savais bavard, et s'il parlait, le jeu finirait en prison. Cette pensée me tourmentait pendant que nous marchions le long des murailles. Aussi m'arrêtai-je tout d'un coup, et tirai-je de ma poche le revolver que jusqu'ici je ne lui avais pas montré. Tu vois, si tu parles ensuite, je te tue. Il me dit, tout tremblant, mais, Alessandro, pour qui me prends-tu? J'ajoutai, il faudrait bien donner aussi quelques petites choses à Marinet, afin qu'il y trouve son intérêt et ne nous dénonce pas. C'est donc toi qui lui donneras ça, sur ma part, compris? Oui, répondit-il. Je rengainai mon revolver et nous reprîmes notre route. Un peu plus loin, sur la droite, se trouvait un portail ancien avec des colonnes et une inscription latine sur le fronton.
la saison. Ça et là, traînant à terre comme abandonnés au gré de ceux qui voudraient les cueillir, des courgettes et des concombres, et partout de nombreux arbres fruitiers, pruniers, pêchers, pommiers, poiriers, bas et branchus, couverts de fruits encore verts qui, sous la lune, luisaient à travers les feuilles. Dans chacune de ces plantes, on reconnaissait la main du jardinier, et une main que l'intérêt seul ne guidait pas, mais l'amour. Remigio, qui ne pensait qu'au trésor, me demanda impatient: Où est donc Marinée? Là-bas, répondis-je en indiquant la baraque au fond du jardin. Nous avions pris une petite allée entre une planche d'ail et une autre de céleri, mais Remigio avait mis le pied sur une laitue. Je le tensai vertement. Brute, regarde donc où tu marches. Je me pensai ramasser une feuille de laitue et la porter à ma bouche. Elle était douce, charnue, fraîche comme lavée par la rosée. Cependant, nous étions arrivés à la baraque, et le chien de Marinée, qui me connaissait, vint au-devant de nous sans aboyer, en remuant la queue. Un chien jaune, un chien de jardinier, plein d'intelligence. Je frappai à la porte de la baraque, d'abord doucement, puis plus fort, et enfin, comme personne ne répondait, j'y allai à coups de pied et de poing. La voix du vieux nous fit sursauter tous les deux, venant non de la baraque, mais d'un buisson voisin. Qui est-ce? Que voulez-vous? Il tenait une bêche à la main. On voyait que, même la nuit, il s'occupait de son jardin. Il s'avança dans le clair de lune, les bras pendants à ses côtés, l'échine courbée, la figure rougeaude avec sa barbiche semée de poils blancs, le vrai maraîcher qui, de l'aube à la nuit, se penche sur ses salades. Ami, dis-je précipitamment, je n'ai pas d'amis. Puis il s'approcha, et alors? Mais je te connais, tu es bien Alessandro. Oui, je suis Alessandro. Et tirant le revolver de ma poche sans le braquer, j'ajoutai: Marinée, dis-nous où est le trésor. Il y aura une part pour chacun, mais si tu ne veux rien nous dire, nous nous en emparerons tout de même. En même temps, je levai le revolver, mais il posa dessus sa grosse main, comme pour dire que ce n'était pas la peine, et la tête baissée, d'un air réfléchi. De quel trésor parles-tu? L'argenterie, celle que les Allemands ont volée. Les Allemands? Oui, les soldats, pendant l'occupation. Ils l'ont volée au prince. Mais quel prince? Le prince, et tu nous as dit qu'il l'avait enterré dans le potager. Mais quel potager? Eh bien, le tien. Allons, Marinée, ne fais pas l'idiot. Tu sais où elle est, dis-le-nous et finissons-en. Sans relever la tête, il dit alors lentement: Ah, tu veux parler du trésor? Oui, le trésor. Alors, viens, fit-il empressé, nous allons nous mettre à creuser tout de suite. As-tu une bêche? Prends celle-ci, et nous en donnerons une autre à ton camarade. Viens. J'étais plutôt stupéfait, car je ne m'attendais guère à ce qu'il se rendît aussi vite, mais je le suivis. Il passa derrière la baraque et continua à grommeler: Le trésor, tu vas le voir, le trésor. Et il réapparut avec une bêche qu'il remit à Remigio. Venez, dit-il, vous voulez le trésor, vous l'aurez. Derrière la baraque, le terrain n'était pas cultivé, mais couvert de détritus et d'immondices. Plus loin, une rangée d'arbres à travers les troncs desquels on apercevait un mur très haut, semblable à celui qui fermait le potager du côté de la Via Aurelia. Marinée suivit le sentier qui longeait les arbres jusqu'au fond du jardin, là où le mur formait un angle. Alors, il se retourna vers nous et frappa le sol du pied. C'est ici, vous n'avez plus qu'à creuser. Je pris ma bêche et me mis aussitôt au travail. Remigio, son outil à la main, me regardait faire. Qu'attends-tu pour creuser? Lui dit Marinée. Tu ne veux donc pas le trésor? Remigio se mit alors à bêcher avec tant d'ardeur que le vieux dut le calmer. Vas-y doucement, tu as le temps. À ces mots, Remigio ralentit et se fit tomber la bêche sur le pied. Marinée lui tourna la bêche dans les mains. C'est comme ça qu'il faut la tenir, et chaque fois qu'elle pénètre en terre, tu pousses dessus avec le pied. Autrement, tu ne creuses pas. Et il ajouta:
aussi long que large, 2 mètres, pas plus. Le trésor est là-dessous. Pendant ce temps, je vais faire un tour. Mais tu ne t'en vas pas, au moins, dis-je. De quoi as-tu peur, me répondit-il. Ne t'ai-je pas dit que le trésor était à toi? Donc nous creusâmes d'abord, du mieux que nous pouvions, en surface, puis de plus en plus profond, suivant un rectangle que j'avais tracé avec le manche de la bêche. La terre était dure, sèche, pleine de cailloux et de racines. Je jetai la terre de côté en faisant un tas, et Marinet, qui ne faisait rien, déplaçait les cailloux avec le pied, en nous donnant des conseils. Plus doucement, arrache cette racine, ôte cette pierre. À un certain moment, nous sortîmes un os long et noir. Le vieux le prit, l'examina. C'est un os de vache, vous voyez, on commence à trouver quelque chose. Je me demandais s'il parlait sérieusement ou en plaisantant. Malgré la fraîcheur de la nuit, je ruisselais de chaleur. De temps en temps, je jetais un coup d'œil vers Remigio, et j'étais agacé de le voir aussi haletant et plein de zèle. Nous creusâmes un bon peu, on ne voyait toujours rien. Le trou rectangulaire que nous avions fait atteignait maintenant près d'1 mètre de profondeur, et la terre, au fond, était assez humide, grasse, brune, mais sans la moindre trace de cassette, de sac ou de quelque récipient que ce soit. Brusquement, j'ordonnai à Remigio: arrête-toi. Et puis je sortis du trou et dis à Marinet: mais dis-moi, où est-il ce trésor? Il n'y a rien, rien. Tu ne te serais pas moqué de nous par hasard? Le vieux répondit en ôtant sa pipe de sa bouche: tu veux le trésor? Attends, je vais te le faire voir. Cette fois, je ne le retins pas, car j'étais exténué, à tel point que j'avais presque renoncé au trésor. Je vis Marinet s'éloigner et se diriger vers une petite cabane que je n'avais pas remarquée jusqu'ici, derrière les arbres, adossée au mur d'enceinte. Il se sauve, dit Remigio. Non, non, il ne se sauve pas, dis-je. Et en effet, au bout de quelques instants, nous vîmes Marinet sortir de la cabane, poussant une brouette pleine à déborder de quelque chose qui me sembla être du fumier. Il vint jusqu'à notre trou, fit basculer la brouette et y renversa le fumier. Puis, un pied dans la fosse, il se mit à l'étaler avec ses mains. Eh bien, et le trésor? Demandai-je ahuri. Et lui: le voilà, le trésor. Regardez-le, comme il est beau. Il avait pris une poignée de fumier et me l'émiettait sous le nez, tout fumant et puant. Regarde si on ne dirait pas de l'or. C'est la vache qui l'a fait. Un trésor comme celui-là, où le trouver? C'est ça, le trésor. On eût dit qu'il se parlait à lui-même, indifférent à notre présence. Puis il sortit du trou, reprit sa brouette, s'en fut la recharger dans la cabane, revint à la fosse et y jeta de nouveau du fumier. Cette fois encore, il l'aplanit avec les mains, tout en marmonnant: tu vois ce trésor? Le voilà bien, le trésor. Je regardai Remigio qui me regarda à son tour et, prenant courage, je sortis de nouveau le revolver. Mais Marinet, l'écartant d'un revers de main comme s'il était en bois: enlève ça si tu veux de l'argenterie, sais-tu où tu peux en trouver? Où? Demandai-je naïvement. Chez le marchand, avec de gros billets de 1000, et tu en auras autant que tu veux. En somme, il se payait notre tête. Et ce trou que tu nous as fait creuser? Demanda Remigio avec un filet de voix. C'est une fosse à fumier, ça me faisait bien faute, vous m'avez épargné de la peine. J'étais complètement démonté. Je me disais que je devais le menacer, tirer sur lui au besoin. Mais après ce travail éreintant et ma désillusion, je ne me sentais vraiment plus de courage. Alors il n'y a pas de trésor, hein? Dis-je, espérant presque que le Marinet allait me donner raison. Mais lui, le malin vieillard, répondit: il y en a et il y en a pas. Que veux-tu dire? Je veux dire que si tu étais venu me demander ça gentiment, 2 jours, je ne dis pas, il y en aurait eu peut-être, mais comme ça, il y en a pas. Et sans se soucier de nous, il se dirigea vers sa baraque. Je courus derrière lui, hors d'haleine, et le pris par la manche. Marinet,
tuer, faisons part à deux. Dis la vérité, fit-il. Tu n'as même pas le courage de tirer. Tu vois, tu n'es bon à rien. Un autre tirerait. Les Allemands, eux, ils tirent. Mais je ne suis pas allemand. Eh bien, si tu n'es pas allemand, bonsoir. Et il entra dans sa baraque, nous claquant la porte au nez. Ainsi finit l'histoire du trésor. Le lendemain, à l'heure habituelle, Marinet entra à la taverne et, comme je lui apportai un litre, il s'exclama. Ah, c'est toi le type du trésor. Et ton revolver, qu'en as-tu fait? Heureusement, personne ne prêta attention à ces paroles, car, ainsi que je les racontais, il parlait à tort et à travers et disait souvent des choses sans aucun sens. Tout de même, je ne me sentais pas tranquille, et puis j'étais vexé d'être tourné en ridicule devant Remigio qui savait et se moquait, comme si lui-même n'avait pas cru au trésor. Je profitai donc d'une occasion